Budget 2021, les consultations présidentielles telles que initiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 3 octobre dernier. Tels sont les sujets qui vous seront développés dans cette émission Décryptage, une émission d'actualité que nous avons l'honneur pour vous de recevoir Dieudonné Fikiri. Qui dit président, il est président d'un parti politique FNSD, il est aussi sénateur. Bienvenue, messieurs les sénateurs Dieudonné Fikiri. Merci beaucoup. Voilà, le budget a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, un budget de 6,9 milliards de dollars. C'est vraiment une régression par rapport à l'exercice budgétaire de l'année passée qui était évalué à 10 milliards. Qu'est-ce qui a expliqué cette régression? Ben, écoutez, je crois que pour mieux comprendre la régression à laquelle vous faites allusion, il serait intéressant de remonter un peu l'élaboration et même l'adoption des différents budgets antérieurs que le pays a connus. Si vous vous rappelez très bien, en 2018 par exemple, nous avions un budget émanant des aspirations de nous en tant que Congolais, voulant réaliser un niveau important au regard de nos ambitions. Ça veut dire nos aspirations, nous avons tenu à les transformer en une réalité budgétaire, sans commune mesure avec notre capacité effective de mobilisation. Ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que bon, nous nous sommes retrouvés par exemple en 2018, nous avions un budget qui tournait autour de 10 353 milliards, 10 353 milliards, mais à l'exécution, nous n'avons pas atteint ce niveau-là. Ça a été pareil également en 2019, où on a affiché les mêmes ambitions, à l'instar de 2020 d'ailleurs. En 2018, nous avions aussi affiché les ambitions de 10 352 milliards, mais nous ne les avons pas atteints. En 2020, nous avons poussé notre ambition un peu plus loin en situant le budget à plus ou moins 18 000 et quelques milliards, 500 et quelques milliards, qui représentait près de 10 milliards. Mais déjà, en commençant l'exécution dès le début de l'année, on a senti l'essoufflement. Les 2 premiers mois de l'année 2020, le mois de janvier et le mois de février par exemple, nous n'avions pas atteint les niveaux prévus des recettes à mobiliser pour les 2 mois. Nous nous sommes retrouvés avec des déficits d'ailleurs. Malheureusement, Covid est venu s'ajouter à ces complications, de difficultés de mobilisation. Eh bien, nous étions obligés de mettre en place un collectif budgétaire qui a revu à la baisse d'ailleurs et qui a ramené le niveau de nos recettes à ce qu'on a vécu antérieurement, parce que je peux vous dire qu'en 2018 par exemple, les recettes internes n'ont été mobilisées qu'à hauteur de près de 4 milliards de dollars. En 2019, c'est la même chose, on a tourné autour de 5 milliards et aujourd'hui maintenant avec le collectif, nous allons tourner autour de 5 milliards 3 et là j'intègre déjà les recettes extérieures attendues des partenaires. Sinon, notre budget de cette année ici, au regard des recettes purement internes, ça va tourner autour de 3 milliards 8, tout au plus 4 milliards. Est-ce que ce budget ne répond pas aux exigences des institutions de Bretton Woods? Non, bien au contraire. Le FMI. Non, bien au contraire, parce que les institutions de Bretton Woods ont toujours eu des difficultés avec notre gouvernement, nos gouvernements antérieurs, parce que nous avons toujours voulu élaborer des budgets au regard de nos aspirations, sans tenir compte de la réalité sur le terrain, ça veut dire de capacité effective de nos régies financières à pouvoir mobiliser. Je viens de vous dire que les 3 dernières années, les budgets
définis ont été d'une certaine hauteur. J'ai parlé de 10 milliards pour ce qui est de 2020, mais nous tournons aujourd'hui autour de 5 milliards 3, je viens de vous dire. Vous comprenez? La même chose en 2018, le budget, ça a tourné autour de 5 milliards. En 2018, 4 milliards, en 2019, 5 milliards. C'est ça la capacité effective de nos régies financières. Alors s'il en est ainsi, la RDC fait face à beaucoup de défis, des défis économiques, des défis sécuritaires. Ça demande vraiment beaucoup de moyens, mais avec les budgets des 6,9 milliards, d'ailleurs vous parlez de 5,3 milliards, comment allons-nous arriver à pouvoir résoudre tous ces problèmes? Ben écoutez, je crois qu'en réalité, nous devons travailler à l'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures. Et ce ne sont pas les possibilités de mobilisation qui font défaut. Je pense que c'est la volonté de nous-mêmes, Congolais. Si je vous renvoie à la mobilisation accrue des recettes, vous pouvez constater que nous-mêmes, nous faisons échapper beaucoup de recettes au trésor. Sinon, pourquoi nous évitons de mettre de la transparence, par exemple, dans la gestion des secteurs porteurs de croissance? Parce que vous devez savoir que les recettes sont tirées du produit intérieur brut. Ça représente une quotité tirée du produit intérieur brut. Mais aujourd'hui, ce produit intérieur brut de la RDC connaît sa progression à travers les secteurs extractifs, qui est le secteur minier, à travers les bâtiments et travaux publics, et même à travers la télécommunication. Et c'est là où également on constate que bon, il n'y a pas la transparence dans la gestion de ce secteur-là. Vous comprenez? Le secteur minier fait échapper beaucoup de ressources, par exemple, au trésor. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse résoudre les problèmes auxquels nous faisons face? Nous-mêmes, nous les constatons, tout en ne veillant pas à l'accroissement des recettes. Nous devons être au courant de ce qui se passe, et cela peut décourager toutes ces fuites que nous constatons. Si je vous donne des exemples en matière de fuite de recettes, la fraude, rien que dans la vente de gisements, par exemple, mais il y a beaucoup de ressources. Nous suivons nous-mêmes dans l'actualité des gisements qui sont achetés à 300 millions, mais qui sont revendus à 1 milliard 600 millions. Ça, c'est des recettes qui échappent au trésor. Mais alors, nous ne devons pas chercher une chose et son contraire en même temps. Mais non, face à cette situation, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil, certainement au gouvernement, pour faire face aux exigences du FMI et aussi à celles de la situation socio-économique, parce que c'est devenu beaucoup plus pressant pour le gouvernement de pouvoir répondre positivement à toutes ces exigences. Mais évidemment, parce que quand je regarde aujourd'hui le Fonds monétaire, je peux dire que ce ne sont pas des exigences du Fonds monétaire, ce sont les exigences de la bonne gestion d'une nation. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Fonds monétaire demande quoi? Le Fonds dit, moi, j'accepte d'entrer en programme avec vous. Je vais devoir jouer en tant que catalyseur de ressources extérieures. Ce sont des ressources publiques extérieures. Les gouvernements qui consentent des financements à notre pays à travers le programme à être exécuté avec le Fonds monétaire ont des comptes à rendre aussi à leur population, que nous assistons ce pays-là, qui affiche quand même une bonne tenue de ses finances publiques. Et voilà pourquoi le Fonds monétaire aujourd'hui dit par exemple que je veux qu'on entre en programme, mais vous devez me montrer votre capacité à mobiliser effectivement les recettes, pas des recettes sur papier au regard de vos aspirations, mais des recettes effectives au regard de réalité, de vos capacités effectives à les mobiliser, au regard de la mise en route effective des différentes réformes qui jouent vers l'accroissement de ces mobilités. Montrez-moi votre capacité
à pouvoir contingenter vos dépenses, en veillant à la qualité de la dépense. Et de ce côté-là également, il y a des problèmes. Moi, je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui, nous avons, vous venez de le dire, je suis sénateur, nous avons eu à interpeller, à questionner le ministre de l'Énergie en ce qui concerne le secteur de l'eau. Il nous a relaté la hauteur de financement pour intervenir dans ce secteur d'eau. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? On a constaté que pendant que nous sommes en train de négocier ces financements, et nous les obtenons, mais vous savez, dans ce que vous obtenez, vous devez préparer l'enveloppe de contrepartie, parce que vous, en tant qu'assisté, vous devez aussi avoir un apport à apporter. Mais du côté congolais, on n'a rien prévu, la contrepartie, pour que les tirages soient faits sur le financement obtenu. Pendant ce temps, les pays payent des commissions d'engagement sur ces différents financements obtenus. Parce que tant que vous n'avez pas tiré, c'est de l'argent bloqué pour vous, qui génère des commissions d'engagement, qui jouent sur votre endettement public. C'est pour ça que le Fonds monétaire vous dit, écoutez, veillez à suivre l'endettement public chez vous. Il faut éviter que l'État et ses prolongements, ça veut dire les entreprises publiques et tout ça, aillent s'endetter au nom de l'État et que demain, ce soit la communauté nationale qui paye, qui assume non seulement le service de cette dette-là, mais aussi de rembourser les capitales obtenus. Et je peux vous dire que même dans ce domaine, certaines entreprises négocient des financements extérieurs. L'actif va vers ces entreprises-là sans qu'on sache si réellement c'est allé vers l'objet social pour lequel ces financements ont été sollicités. Mais le passif vient dans l'endettement public. Et ça gonfle l'endettement public. Je peux vous dire que nous avons obtenu comment on appelle ça, l'initiative PPT qui avait réduit notre dette de 13 milliards à 2 milliards et quelques. Mais je vous dis aujourd'hui, nous sommes à près de 7 milliards de nouveau, à cause de ces genres de pratiques. Et je peux vous dire, les exemples sont légion. Donc, de ce côté-là également, on dit, la qualité de la dépense doit être soignée. En dehors de ça, et cela nécessite, par exemple, en ce qui concerne le secteur minier, je vous dis, la transparence. Les secteurs de bâtiments et travaux publics, les impôts fonciers à payer. Qui assume le suivi? Je peux vous dire, il y a beaucoup d'actes générateurs de ressources publiques dans ce domaine-là qui sont dormants. Mais nous avons une faiblesse de capacité. Moi, je peux vous dire la conséquence d'avoir des budgets sur papier, ça veut dire sur base de nos aspirations. Regardez ce qui se passe. Quand nous définissons des crédits budgétaires très élevés, alors que nous savons pertinemment bien que nos capacités ne permettront pas de les atteindre. Primo, ça a un impact négatif sur l'ouverture d'engagement budgétaire. Parce que quand un service appelé à engager constate qu'il dispose d'un crédit budgétaire quelconque, il ouvre l'engagement de la dépense en se disant j'ai le crédit disponible. Or, la trésorerie ne suit pas. Ce qui arrive, c'est que bon, dès que l'engagement est amorcé, c'est déjà un endettement intérieur. Même si au bout de la chaîne, ce n'est pas payé, ça crée des arriérés budgétaires qui gonflent la dette intérieure. Ça, c'est déjà une première conséquence. De deux, ça entraîne en même temps un déficit. Parce que bon, les autres sont engagés, ils peuvent réussir à faire pression sur la trésorerie, et la trésorerie va au-delà de ce qui est mobilisé. Conséquence, c'est que bon, il y a un déficit qui se crée, et ce déficit appelle un recours à la planche à billets. Et aujourd'hui, comme la Banque centrale n'est pas totalement indépendante, sa gouvernance pose problème, et les fonds monétaires d'ailleurs en parlent, que bon, il faut vraiment renforcer la gouvernance de la Banque centrale. Et là où la planche à billets tout de suite est utilisée, et même le risque de recourir à la consommation des réserves d'échange, c'est ce qu'on a vécu ces derniers temps ici. Conséquence, eh ben, ça amenuise les possibilités, les capacités d'importation, en réduisant les semaines d'importation.
Et puis de deux aussi, bon, ça expose la stabilité monétaire. Et d'ailleurs, nous avons connu la dépréciation de la monnaie ici, qui a créé des problèmes, mais qui a aggravé également la pauvreté des gens. Parce que bon, le pouvoir d'achat des gens avait été déstabilisé à cause de cette situation. Voilà. Donc nous acceptons cela. Et d'ailleurs, pour ce budget, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller dans ce sens-là. On regarde la réalité sur le terrain. Parce que le Fonds monétaire dit que si vous venez avec de budget sur base de vos aspirations, alors que la réalité ne le permettrait pas, nous n'allons pas vous accompagner dans l'exécution, dans ce programme triennal à mettre en place. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est que bon, dans ce même budget 2020, nous attendons 3100 milliards d'IFMI, qui représente près de 1,7 milliard de dollars et destinés à la gratuité et tout ça. Donc si nous nous entêtons dans cette voie de choses de budget d'aspiration, je peux dire, eh bien écoutez, nous allons rater les 1,7 milliard. Alors nous n'allons rien faire davantage. Je crois que nous n'avons pas le choix. L'essentiel, c'est d'aller dans ce sens-là et mettre effectivement des réformes. C'est pour cela que moi, je pense, les redditions des comptes que nous sommes en train de faire chaque fois ne doivent pas se limiter au niveau du Parlement, rien que par des recommandations. Ça doit être accompagné des sanctions. Sanctions pénales et sanctions administratives. C'est là où on n'arrive pas. Il n'y a pas une continuité dans l'action de ce qu'on est en train de faire. On se limite en cours de route, on constate qu'il y a eu des dépassements par-ci, par-là, mais quelles sont les sanctions, quelles sont les dispositions que nous prenons pour que cela ne se répète plus? Rien n'est fait. Alors à ce moment-là, à qui on reproche? Au Fonds monétaire qui nous donne des conseils, ou bien à nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous ajuster et à mettre du sérieux, à mettre de la volonté politique. Et c'est pour ça que je me dis, moi, l'approche actuelle, allant dans le sens de sanctionner au titre de choses de détournement et de fraude qu'on constate, je pense qu'en réalité, ça doit être accompagné par nous tous. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. On a suffisamment parlé du budget, mais au pays, il y a aussi l'actualité, ce sont les consultations qui sont déjà à la fin. On vous a vu, vous avez été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ces consultations vont-elles aboutir? Parce qu'il y a déjà des pessimistes qui voient que... Ben, écoutez, M. Kilolo, je crois que vous devriez vous rappeler de notre émission qu'on a eue dans votre studio d'ailleurs. Vous m'aviez posé la même question. Vous dites quelles sont les chances de cette coalition. Je vous avais dit, je vous avais répondu, je vous ai dit, les chances de réussite demeurent dans la sincérité entre les partis en coalition. Et je peux dire que la même réponse prévaut aujourd'hui. Vous dites que nous avons été reçus par le président. Effectivement, on a été reçus par le président. Et dans les échanges, je crois des primes abord, le président nous a dit, au regard des résultats des élections, nous nous sommes dit, nous, Cash, nous avons la majorité présidentielle, les partenaires FCC ont la majorité parlementaire. Nous disons, nous pouvons alors nous coaliser, question de travailler pour le bonheur, l'amélioration du vécu quotidien de la population. La solution demeure sur la possibilité qu'un courant se dise « je laisse un autre courant gérer, conduire les affaires ». Et moi, pour les cas présents, je peux dire, par exemple, que s'ils sont sincères, nous avons vécu 18 ans de gestion du FCC. Le FCC peut dire, je prends du recul par rapport à la situation actuelle. Au bout de 2 ans, on ne s'entend pas très bien. On continue. Ils sont majoritaires au Parlement. C'est ce que j'ai dit, mais ils accompagnent parce que c'est la coalition. Ils disent, nous prenons
du recul, nous laissons l'initiative de gestion aux autres pour qu'on regarde un peu. Au bout d'une année, est-ce qu'ils vont nous emmener dans un trou ou ils vont, avant qu'on ne réalise. Parce qu'aujourd'hui, y aller par des blocages, par-ci, par-là, on n'avancera jamais. Bien au contraire, on est en train de reculer. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, est-ce qu'on peut aller au-delà du dialogue parce qu'on voit déjà le prince de l'Église, on a vu la Senko, on a vu les CC qui consultent. Est-ce qu'on peut aboutir au dialogue ou juste les simples consultations suffisent? Je ne sais pas si vraiment le dialogue peut amener à quelque chose. Le problème, c'est la vision qui caractérise les différents courants en compétition. Parce que quand vous analysez très bien la situation, vous constaterez que tout le monde se projette par rapport aux élections 2023. Et tout le monde voudrait avoir une maîtrise du dispositif électoral, du point de vue administratif, du point de vue judiciaire, par exemple. Et on se bat autour de ça. La solution, de mon point de vue, ce n'est pas le dialogue. La solution, de mon point de vue, qu'on rende le pouvoir organisateur des élections indépendant, on le dit sur papier indépendant, et puis impersonnel. Ça veut dire qu'il faut dépolitiser, laissons ce secteur-là, la gestion du pouvoir organisateur des élections, entre les mains de la société civile. Alors une société civile sans tendance politique. Donc en réalité, la solution passerait par l'abandon de la situation d'un courant par rapport à l'autre. Sinon, on risque de continuer dans ce blocage de Paris. Il y a certains qui voient la solution dans les trinômes, Fachi, JKK, Joseph Kabila Kabange, ainsi que Fayou, pour la sortie de la crise. Ben écoutez, ce qui vaut aux deux partis en coalition, le vaut également pour les trois partis qui devraient entrer en dialogue, s'il le faut. Parce que chacun se nourrirait toujours de l'ambition de dire comment j'encadre les succès en 2023. En principe, j'ai dit, les trois courants, si c'est trois courants maintenant, on doit parler de trois courants, que les trois courants et d'autres partis politiques, parce que nous-mêmes également, nous sommes dans ces ambitions 2023, eh bien que nous tous nous baissions les bras, nous disons, on laisse cette organisation à pas à l'IDPS, on laisse à la société civile réellement indépendante. Comme ça, nous nous mettons tous dans la course. Hein? Ça, c'est du point de vue de l'organisation des élections. Maintenant, du point de vue de la gestion du pouvoir actuel, je venais de le dire, j'ai dit, en réalité, le souhait aurait été, nous avons vécu la gestion du FCC, qu'on nous laisse vivre cette fois la gestion du Cash qui est au pouvoir, de manière à ce que Cash soit seul à assumer ses choix, les choix de ses politiques et les échecs de ses politiques. Oui, mais là, il y a un problème constitutionnel. Le FCC est vraiment majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera difficile que le FCC aussi puisse aussi accepter cela, parce qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. En politique, donc, non-séance. Le FCC ne va pas accepter. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais alors ça c'est un problème au niveau de notre classe politique. Ça veut dire que si la classe politique était réellement animée de l'ambition de l'intérêt national, l'intérêt de la nation, plutôt que des intérêts partisans, je crois que ce problème ne se poserait pas. La toute dernière question, FNSD fera partie de la coalition L'Union pour la Nation. Écoutez, le FNSD est là où l'objectif d'amélioration des conditions de vie de la nation se trouve implanté. Et tel qu'on a suivi le souci
évoqués par le président, les blocages qu'on a vus nous-mêmes. Parce que je viens de vous parler de la transparence dans le secteur minier. Moi-même, je vous dis, pour avoir été directeur dans des institutions qui gèrent les recettes publiques, je vous dis, avec une production de 450 000 tonnes de cuivre à l'époque, notre budget enregistrait des recettes qui tournaient autour de 1,4 milliard de dollars. Comment on peut expliquer aujourd'hui, avec la production de plus d'1 million de tonnes, on est à 1 200 000 tonnes de cuivre, mais écoutez, regardez ce qui se passe, vous-même vous dites nous pataugeons dans le budget qui tourne autour de 3 milliards et tout ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme il y a ce souci-là, et on dit qu'on veut travailler pour la transparence, pour une nouvelle approche de gestion, les FNSD est souscripteur à l'adhésion à l'Union sacrée. Et c'est comme nous sommes en train de voir pour le FCC, le cash est en train de faire des forcés. C'est par les débouchages. Mais les débouchages, ce sont des anti-valeurs. Ben, écoutez, ça sert par quel mécanisme? Parce qu'aujourd'hui, le FCC fait bloc pour faire une majorité et FNSD soutient l'Union pour la Nation. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas si on peut parler de débauchage. Hein. Vous savez, oui, justement, j'ai dit, mais cette notion de débauchage, de mon point de vue, ôte aux parlementaires que nous sommes notre jugeote, notre capacité d'analyse. Donc on veut dire que les députés, ici ça concerne particulièrement les députés, que les députés ne sont pas à mesure, dans leur regroupement, ne sont pas à mesure de réfléchir pour dire que non, la voie ici peut nous amener à l'amélioration des conditions de vie de notre nation. Moi j'estime que si réellement les gens se lancent en politique, dans le but de développer leur nation, on ne peut pas parler de débauchage. Les différents regroupements politiques qui sont à l'Assemblée nationale ont des intelligences en leur sein. Ces intelligences peuvent analyser la situation actuelle en se disant, c'est vrai, la voie qu'on emprunte aujourd'hui, c'est une voie qui a des conséquences dans l'objectif de développer notre nation. Et qu'en réalité, nous pouvons, de notre point de vue, serrer la main à un autre courant qui peut nous conduire dans cet aspect des choses, dans le sens de développer notre nation. Donc, je crois qu'en réalité, si, dans l'ensemble, les regroupements acceptent de dire on accompagne l'Union sacrée qui a une vision de développement, donc d'amélioration des conditions de vie de notre nation, il n'y a pas de raison de dire que bon, il y a débauchage. C'est un problème d'analyse et de conclusion. Est-ce que le peuple peut réellement sourire par rapport à l'Union sacrée? C'est ce que j'ai dit. Le peuple peut sourire si l'Union sacrée met réellement en pratique ce qui est dit, ce qui est évoqué. Parce que, je venais de vous dire, si on doit mettre la transparence, si nos redditions de comptes sont accompagnées des sanctions, ça veut dire nous rétablissons réellement la justice équitable. Nous situons tout le monde en dessous de la loi. Moi, je vous dis qu'au regard de ce qu'il y a comme ressources dormantes dans notre pays, nous sommes à mesure d'amener ce pays vers le développement et le plus rapidement possible. Je vous dis tout simplement, regardez cette situation, cette dichotomie, je peux dire, qui existe. Je viens de vous dire, avec des productions très importantes, mais on récolte moins de recettes, alors qu'avant, avec des productions moins importantes, on a eu à récolter des montants plus importants. Merci. Merci à vous,
M. Dieudonné Fikiri, sénateur aussi président du parti politique FNSD. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de votre attention soutenue. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.